Une route rurale reste praticable après les pluies, faites de pneus usagés. Pendant que les infrastructures classiques absorbent des investissements massifs, un pilote au Burkina Faso affirme tenir sous les intempéries et annonce près de 40% de réduction des coûts de construction et promet de reconnecter marché, l'école et soins quand les pistes deviennent impraticables. Que change ce test pour vous et pourquoi Ibrahim Traoré en fait-il un symbole d'autonomie? Parce qu'ici, la preuve doit se répéter, sinon la dépendance aux prestataires extérieurs revient et l'élan local se casse dans les villages. Cette histoire a mérite d'être suivie jusqu'au bout parce qu'elle ne vend pas une prouesse technique, mais un test de réalité. Le bénéfice est salaire. Comprendre comment une idée simple peut réduire l'incertitude quotidienne pour ceux qui dépendent d'une route praticable. Derrière la promesse, les enjeux s'empilent. Si la méthode tient, les villages gagnent du temps, de la régularité et une marge économique modeste mais décisive. Si elle échoue, la sanction est lourde. Le retour aux solutions importées, aux coûts élevés et à une dépendance assumée. Le récit avance sans slogan, en posant une question centrale. Qu'est-ce qui rend une infrastructure crédible quand les pluies arrivent? Le pari porté par Ibrahim Traoré n'est pas de convaincre par le discours, mais par la répétition des faits, saison après saison. Et si ces premiers résultats semblent convaincants, pourquoi le scepticisme persiste-t-il encore? Et à qui profite ce doute? D'abord, un fait attire l'attention. Une section de route test, construite avec des pneus recyclés, a traversé une saison des pluies complète sans devenir impraticable, alors que des pistes voisines se dégradaient. Le récit avance un chiffre clé: près de 40% de réduction des coûts de construction, un écart suffisant pour forcer la comparaison avec les méthodes classiques. À ce stade, l'initiative cesse d'être une curiosité et devient un cas à examiner. Le contexte explique pourquoi ce test compte autant. Dans de vastes zones rurales du Burkina Faso, les routes ne sont pas un confort, mais une condition d'accès. Et quand la pluie décasse et la pluie arrive, les pistes se transforment en goulets d'étranglement. L'école se vide, les soins s'éloignent, les marchés deviennent aléatoires. Ce n'est pas une panne ponctuelle, mais un cycle connu, répété chaque année. L'infrastructure absorbe des budgets, puis disparaît au moment où elle est puis la plus nécessaire. C'est dans cette urgence structurelle que s'inscrit l'option des pneus ou bras usagés. Ibrahim Traoré apparaît ici moins comme un inventeur que comme un catalyseur. Il ne promet pas une rupture technologique spectaculaire, mais un déplacement de méthode. Et utiliser des ressources disponibles localement, réduire la dépendance aux prestataires connecteurs extérieurs et impliquer les communautés dès le départ. La route n'est plus seulement un ouvrage fini livré de l'extérieur, mais une chaîne d'action, collecte, préparation, pause, entretien. Chaque maillon devient visible et discutable. Cette perspective explique aussi la prudence du récit. Une route qui tient une fois n'est pas encore un modèle national. Le test doit se répéter, sous la pluie, sous la chaleur et dans le temps. C'est précisément là que la première preuve prend son sens. Elle ne clôt pas le débat, elle l'ouvre sur des bases mesurables. La question posée aux spectateurs se précise: observe-t-on une astuce locale ou le début d'une trajectoire différente pour l'infrastructure rurale telle que l'imagine Ibrahim Traoré, avec ses risques et ses promesses?
Le récit quitte un instant que la vue d'ensemble pour suivre un personnage guide, choisi pour rendre l'initiative lisible. Il s'agit d'un chef d'équipe local chargé de coordonner la collecte et la préparation des pneus. Son rôle n'a rien d'héroïque. Il organise des points de dépôt, convainc les habitants de participer, synchronise l'arrivée des pneus avec le chantier. Cette banalité est essentielle, car elle montre que la route n'est pas un miracle technique, mais une suite ça de décisions ordinaires bien alignées. À travers lui, les impacts précoces deviennent concrets. Dans un village de l'Est, une vendeuse de produits agricoles décrit un changement simple, la régularité. Avant, la saison des pluies transformait chaque trajet vers le marché en pari risqué. Après la mise en place de la voie test, le déplacement redevient planifiable. La route n'augmente pas la récolte, mais elle réduit l'incertitude. Cette nuance pèse lourd dans une économie rurale où perdre une journée peut suffire à déséquilibrer un budget familial. Un autre cas complète le tableau. Un agent de santé explique les retards accumulés quand une piste disparaît sous le Khaou. Ici, l'intérêt de la nouvelle chaussée n'est pas d'être parfaite, mais de rester praticable au moment critique. Ce détail relie l'option technique à son cœur social. Accès continu, confiance minimale, continuité des services. Dans ce cadre, l'initiative portée par Ibrahim Traoré prend une dimension différente. Elle ne se mesure pas d'abord en kilomètres, mais en usage stabilisé. Une route qui tient une saison change des vies, avant même les chiffres. C'est ce qui ancre le projet dans le quotidien et qui explique pourquoi l'attention se déplace progressivement de l'idée vers ses effets réels. Tout commence par une activation volontairement modeste. Le projet n'est pas lancé comme un programme national, mais comme une réponse ciblée à un problème connu. Des pistes rurales qui saignent dès que la pluie s'installe. L'idée est simple, presque provocante. Transformer un déchet abondant en matériau de construction. Des pneus usagés, promis à la décharge ou à l'abandon, deviennent une ressource organisée. La première étape n'est pas le chantier, mais la logistique. Sans collecte régulière, pas de matière. Sans matière, pas de route. Des points de dépôt apparaissent, des équipes locales sont mobilisées et un calendrier s'installe pour synchroniser collecte, préparation et pause. L'activation n'a rien de spectaculaire, mais elle met en mouvement une chaîne complète. Le récit monte ensuite en intensité. Les premiers maîtres posés attirent l'attention parce qu'ils rompent avec les habitudes. Là où les méthodes classiques reposent sur des entreprises extérieures et des matériaux importés, le chantier fonctionne avec ce qui existe sur place. Les habitants participent, euh, observent et commentent. La route devient un objet public avant d'être un ouvrage terminé. Cette visibilité alimente autant l'espoir que le scepticisme. Des experts doutent, des entreprises critiquent et les comparaisons avec les standards traditionnels s'imposent. À ce stade, le projet reste fragile, mais il n'a pas encore affronté son véritable juge. Ce juge arrive sans prévenir. La saison des pluies, c'est le point de bascule. Les pistes voisines se fissurent, s'enfoncent, deviennent impraticable, le test en pneu, lui, tient, pas parfaitement, mais suffisamment pour rester fonctionnel. Ce contraste marque le moment décisif du récit. L'initiative cesse d'être une hypothèse et devient un résultat visible. Les déplacements reprennent là où ils s'arrêtaient auparavant. Les marchés restent accessibles, les écoles ne ferment
ne reforment pas complètement. Les centres de santé ne sont plus isolés pendant des semaines. La différence entre ce qui se passait avant et ce qui se passe après se dessine clairement, non pas dans un rapport, mais dans l'usage quotidien. Les premières données, données émergent dans cette phase. Elles ne sont pas encore définitives, mais elles circulent. Une réduction annoncée d'environ 40% des coûts de construction, une baisse estimée de 30% des coûts d'entretien et un volume frappant de pneus recyclés par kilomètre. Chaque chiffre agit comme un amplificateur. Il ne prouve pas tout, mais il empêche de balayer l'expérience d'un revers de main. À partir de là, le débat change de nature. Il ne s'agit plus de savoir si l'idée est absurde, mais si elle est généralisable. Les, les répliques, elles arrivent rapidement. Les entreprises menacées intensifiant leurs critiques. Elles évoquent la durabilité à long terme, la sécurité, la conformité aux normes internationales. Des experts demandent des garanties, des certifications, des tests prolongés. La discussion se déplace hors du village vers des arènes plus abstraites. Le projet devient un sujet politique et économique, pas seulement technique. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré choisit une posture particulière. Il ne répond pas par la surenchère verbale. Il renvoie aux faits observables, insiste sur l'usage visé, majoritairement rural, et sur la répétition nécessaire des tests. Un dur coseco se aussi sentir sur le terrain. La participation locale nourrit une fierté nouvelle, mais aussi une attente. Une route qui tient une fois crée une promesse implicite. Si elle n'est pas suivie, la déception peut être à la hauteur de l'espoir. Le projet entre alors dans une zone de turbulence. Il doit prouver qu'il n'est pas un couple isolé, mais une méthode reproductible. La phase des répliques n'est donc pas un épilogue, mais un sas. Elle conditionne la suite. Soit l'expérience s'étend, soit elle reste un symbole sans lendemain. C'est ici que le fil narratif se tend. Le pari d'Ibrahim Traoré n'est plus seulement de montrer qu'une route peut tenir sous la pluie, mais que l'ensemble de la chaîne peut se répéter, village après village. Avant, la pluie rompait les liens. Après, un test les rétablit partiellement. La question reste ouverte, suspendue au prochain cycle. Cette démonstration peut-elle devenir une règle ou restera-t-elle une exception marquante? Avant, le pilote, la référence est connue, des routes rurales coûteuses à construire, chères à entretenir et souvent impraticables pendant la saison des pluies. Après le pilote, un écart mesurable apparaît et force la comparaison. Le premier indicateur mis en avant concerne le coût de construction, avec une réduction proche de 40% par rapport aux méthodes classiques. Cette donnée n'est pas présentée comme une promesse abstraite, mais comme le résultat d'un chantier précis, observé sur le terrain. Pour le dire simplement, moins de matériaux importés, réduit dépenses, délais et dépendances extérieures. Le second indicateur porte sur la maintenance, un angle souvent négligé dans les débats publics. Le récit
avance une baisse d'environ 30% des coûts d'entretien sur la durée observée. Dans un contexte où les budgets publics sont contraints, cette différence change l'équation. Une route qui coûte moins cher à maintenir libère des ressources pour d'autres usages essentiels, au lieu d'absorber des financements récurrents. Autrement dit, moins de réparations d'urgence stabilisent les budgets le budget locaux sur plusieurs saisons. Le troisième chiffre masse est plus visuel que financier. Environ 10 000 pneus recyclés par kilomètre de route construite. Cette mesure relie l'infrastructure à l'environnement. Un déchet encombrant devient une ressource utile, intégrée dans un cycle productif. Ce chiffre ne sert pas seulement à impressionner, il permet de comprendre l'échelle logistique du projet et les volumes nécessaires pour le reproduire. En clair, recycler massivement transforme un passif environnemental en ressources constructives. Pris séparément, ces nombres pourraient sembler modestes. Ensemble, ils dessinent une trajectoire différente. La réduction des coûts de construction crée une marge initiale. La baisse de la maintenance protège cette marge dans le temps. Le recyclage à grande échelle ancre le projet dans une logique d'économie circulaire. C'est cette combinaison qui rend l'initiative difficile à ignorer. Elle ne repose pas sur un seul avantage, mais sur un empilement cohérent. Cependant, le récit reste prudent sur l'interprétation. Ces chiffres N proviennent d'un nombre limité de projets pilotes. Ils décrivent une performance observée, pas encore une norme nationale. La question n'est donc pas de savoir s'ils sont exacts dans l'absolu, mais s'ils sont répétables. Une donnée isolée peut séduire. Une donnée qui se répète convainc. C'est là que le cadre d'analyse proposé par Ibrahim Traoré prend tout son sens. Juger la méthode sur une chaîne complète, pas sur un symbole unique. Les chiffres éclairent aussi le débat d'hommes politiques. Une réduction de 40% du coût de construction modifie le rapport de force avec les prestataires traditionnels. Une baisse de 30% de la maintenance réduit la dépendance au cycle de financement extérieur. Le recyclage de milliers de pneus par kilomètre crée des emplois locaux et des compétences transférables. Chaque indicateur alimente une discussion plus large sur l'autonomie de décision. Pour les sceptiques, ces données soulèvent encore des interrogations. Qu'en est-il de la durabilité à long terme, au-delà de quelques saisons? Comment ces routes réagiraient-elles à un trafic plus intense? Les chiffres actuels ne répondent pas à tout, et le récit ne prétend pas le contraire. Il montre plutôt que l'option des pneus usagés a franchi un seuil, celui où l'on ne peut plus la rejeter sans examen sérieux. À ce stade, les preuves quantitatives jouent dans un rôle précis. Elles ne ferment pas le débat, elles le structurent. Elles déplacent la discussion de l'intuition vers la comparaison mesurable. Et c'est précisément ce déplacement que Ibrahim Traoré recherche, obliger chacun à regarder les données avant de trancher sur l'avenir de cette méthode. La critique la plus solide vise la durabilité à long terme. Les opposants reconnaissent les résultats initiaux, mais estiment qu'une route en pneus recyclés pourrait se dégrader sous un trafic plus intense ou après plusieurs cycles climatiques extrêmes. Selon eux, tenir une saison des pluies ne garantit pas une performance sur plusieurs années. Ils rappellent que les infrastructures routières sont jugées sur la durée, pas sur un test ponctuel.
et que l'absence de recul suffisant fragilise toute généralisation. La seconde objection concerne la sécurité et les normes. Des experts soulignent que les standards internationaux exigent des certifications, des protocoles de test et des audits indépendants. Une méthode peu répandue, même prometteuse, peut être perçue comme risquée si elle n'est pas validée par ces cadres. L'argument est pragmatique. Sans reconnaissance normative, l'accès au financement et aux assurances reste limité, ce qui bloque l'extension du modèle. Face à ces deux critiques, la réponse avancée par les partisans s'appuie sur les données observées, sans en y les limites. D'abord, l'usage ciblé est rappelé. Les routes concernées desservent majoritairement des zones rurales à trafic modéré. Elles ne prétendent pas remplacer des axes lourds, mais à répondre à un besoin précis. Rester praticable quand les pistes classiques cèdent. Dans ce cadre, la performance observée pendant la saison des pluies devient un critère central, car c'est là que l'échec coûtait le plus cher socialement. Ensuite, le raisonnement insiste sur la comparaison pertinente. Les routes traditionnelles dans ces zones se dégradent souvent dès la première saison difficile. Exiger une durabilité parfaite d'une alternative locale, alors que le standard existant échoue et régulièrement, revient à déplacer le seuil d'exigence. La question devient alors: la nouvelle méthode fait-elle mieux que l'existant, à coût inférieur et avec plus d'autonomie? Les premiers résultats suggèrent comme que oui, sans affirmer que le problème est définitivement réglé. Sur les normes, la réponse est graduelle. Le projet n'écarte pas la certification, il la place dans un second temps. Les pilotes servent précisément à produire les données nécessaires pour dialoguer avec les cadres techniques. Autrement dit, l'absence actuelle de label n'est pas une fin de non-recevoir, mais une étape dans une trajectoire d'apprentissage. Ce raisonnement montre que le débat n'oppose pas innovation et rigueur, mais deux rythmes. Les critiques demandent des garanties avant l'extension. Les défenseurs acceptent l'incertitude initiale pour produire des preuves. Le point d'équilibre se situe peut-être là. Avancer assez pour tester, sans promettre plus que ce que les faits soutiennent. Le basculement intervient quand le débat quitte la technique pour toucher à la capacité de choisir. Jusqu'ici, l'initiative pouvait être discutée en termes de matériaux, de coûts ou de résistance aux pluies. À mi-parcours du récit, un autre enjeu s'impose. Qui décide des solutions et avec quelles ressources? La route en pneus recyclés devient alors un révélateur. Elle montre qu'une infrastructure peut être pensée, construite et maintenue sans dépendre entièrement de chaînes extérieures. Mais ce déplacement change la lecture du projet. L'intérêt ne réside plus uniquement dans la performance physique de la chaussée, mais dans la réorganisation des rôles. Les habitants ne sont plus de simples bénéficiaires d'un ouvrage livré clé en main. Ils collectent, préparent, entretiennent. Cette implication transforme la route en bien commun compris, et non en objet opaque. La maintenance cesse d'être un problème lointain, elle devient une responsabilité partagée. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré apparaît comme l'architecte d'un test politique discret. Il ne proclame pas une rupture idéologique. Il crée une situation où une alternative locale fonctionne assez pour être discutée sérieusement. Ce point d'écran est crucial. La souveraineté évoquée ici n'est pas abstraite. Elle se mesure dans la capacité à maintenir un service essentiel quand les conditions se dégradent. L'idée se résume simplement. Si une route construite autrement tient sous la pluie,
Alors d'autres choix, Venezuela, deviennent l'imaginables. Ce n'est pas encore une victoire, mais un déplacement du possible. À partir de là, la question n'est plus: «Est-ce faisable?» mais qu'est-ce que cela change concrètement dans les rapports de dépendance et de décision? Selon les angles de lecture, l'initiative ouvre une brèche crédible. Des pays confrontés à une dépendance chronique aux entreprises étrangères et aux aides conditionnées observent un modèle qui fonctionne avec des ressources locales. Si la méthode se répète, elle offre une option d'infrastructure durable à coût réduit, sans rompre avec les exigences d'usage. L'enjeu n'est pas l'imitation immédiate, mais la possibilité d'un choix. Une route qui tient sous la pluie à moindre coût redéfinit le rapport entre urgence sociale et souveraineté de décision. Pour le Burkina Faso, l'effet est double. Économique d'abord. Une réduction proche de 40% des coûts de construction et d'environ 30% de la maintenance libère des marges budgétaires. Symbolique ensuite, la participation locale transforme un chantier en projet collectif. La route cesse d'être une dépense subie et devient un investissement compris. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré capitalise moins sur un discours que sur une suite d'usages stabilisés, visibles dans les villages reliés malgré la saison des pluies. Ailleurs, l'intérêt peut être indirect mais réel. Le recyclage d'environ 10 000 pneus par kilomètre illustre une économie circulaire appliquée à grande échelle, dans des conditions climatiques difficiles. Ce n'est pas un modèle clé en main, mais un laboratoire. Il interroge les standards habituels. Faut-il toujours des solutions coûteuses et importées pour garantir la résilience? La question dépasse l'Afrique et touche aux politiques de durabilité ailleurs. Pour des observateurs engagés, l'impact est narratif autant que pratique. Le projet déplace l'image d'une innovation venue d'en haut vers une solution enracinée. La réussite partielle devient un signal. L'Afrique peut produire des réponses adaptées à ces contraintes sans attendre l'aval complet de cadres extérieurs. Mais cette attention internationale accroît aussi la pression. Une défaillance visible pourrait inverser la perception aussi vite qu'elle s'est formée. Au niveau des usages, les conséquences se mesurent en gestes ordinaires. Une vendeuse peut planifier un trajet au marché. Un élève rejoint l'école sans dépendre de la météo. Un agent de santé réduit les retards critiques. Ces gains ne font pas la une, mais ils s'additionnent. Et ils expliquent pourquoi le débat quitte la seule technique pour toucher à la qualité de vie. L'initiative portée par Ibrahim Traoré lui produit ainsi un effet de cliquet. Elle n'oblige personne à adopter le modèle, mais elle empêche de l'ignorer. Les chiffres, les usages et la participation locale ferment certaines échappatoires. Rhétorique. La discussion devient plus exigeante. Si l'alternative fonctionne mieux que l'existant dans des conditions comparables, pourquoi la refuser sans test supplémentaire? Les conséquences sont visibles mais incomplètes. Elles montrent ce qui change quand une route tient sous la pluie sans promettre que tout est résolu. Le récit prépare alors la suite. Que se passe-t-il si l'on projette ses effets sur 6 à 12 mois et selon quel scénario plausible? Un premier scénario est le plus probable. Si rien ne s'accélère ni ne se bloque franchement, l'État consolide les projets pilotes existants et détend progressivement le modèle aux zones rurales où l'enjeu principal reste la praticabilité pendant la saison des pluies.
L'expansion se fait par grappes à ces villages proches, actes secondaires, puis les quand la liaison vers marché et coco et centre de état la discussion se déplace vers des règles simples de qualité, des routines de maintenance et une organisation plus stable de la collecte et de la transformation des pneus. Si chaque maillon tient, alors le projet gagne du temps et accumule des preuves sans provoquer de rupture brutale. Un second scénario, et c'est plus favorable. L'adhésion locale s'élargit rapidement, portée par des résultats visibles sur Vamae et une attention internationale accrue. Les centres de collecte et de recyclage se multiplient, les déformations s'étendent et l'emploi local se renforce dans plusieurs régions. Les économies réalisées sur la construction et l'entretien libèrent des marges budgétaires réinvesties ailleurs, notamment dans la santé et l'éducation rurale. Si cette dynamique se maintient sur plusieurs saisons, alors le modèle peut devenir une référence régionale, observée et adaptée par d'autres pays confrontés aux mêmes contraintes climatiques et financières. Un troisième scénario est plus fragile. Les oppositions s'intensifient et des obstacles internes ralentissent l'ensemble. La collecte des pneus devient irrégulière, la coordination des équipes se complique et une défaillance visible fragilise la confiance. Les critiques sur la sécurité et la durabilité à long terme prennent le dessus, bloquant l'accès à certains financements. Si un maillon clé casse, alors l'initiative se fige à l'échelle de quelques zones et le récit bascule de l'expérimentation prometteuse vers l'exception isolée. Quel que soit le scénario, une recommandation de méthode s'impose. Juger l'initiative sur une chaîne complète, pas sur un symbole. La collecte seule ne suffit pas sans transformation fiable. La pause n'a pas de sens sans entretien. La participation locale perd sa force si elle n'est pas suivie d'un cadre clair. C'est cette cohérence qui détermine la trajectoire réelle, bien plus que l'enthousiasme initial ou les critiques les plus sévères. Dans cette projection, Ibrahim Traoré n'apparaît pas comme un arbitre omniprésent, mais comme le garant d'un rythme. Il peut ralentir pour consolider ou accélérer pour étendre selon les signaux du terrain. L'enjeu à 6 ou 12 mois n'est donc pas de proclamer une victoire, mais de maintenir une discipline d'observation. Si les faits continuent de s'aligner, alors le possible s'élargit. Sinon, l'expérience aura au moins clarifié les limites. À ce stade, le récit redescend volontairement à hauteur d'homme. L'enjeu n'est plus une méthode de construction, mais ce que la stabilité change dans une vie ordinaire. Quand une route reste praticable pendant la saison des pluies, le premier gain est le temps. Moins d'heures perdues à attendre que l'eau se retire, moins de trajets annulés, moins de décisions reportées. Ce temps se récupérer n'apparaît pas dans les budgets, mais il structure le quotidien. Le second effet est la prévisibilité. Une famille peut planifier une consultation médicale sans parier sur la météo. Un élève peut rejoindre l'école avec régularité. Et un petit commerçant peut organiser ses ventes sans craindre que la piste disparaisse du jour au lendemain. La route ne rend pas plus riche, elle rend plus certain, et cette certitude réduit une fatigue invisible faite d'improvisation constante et de renoncement. Un troisième impact touche à la confiance. Quand les habitants participent
la collecte et à la mise en place, ils comprennent comment la route tient en Tanguy. Hahaha, Mdisa. Elle n'est plus un objet opaque livré de l'extérieur. Cette compréhension crée une responsabilité partagée. On sait quoi réparer, quand intervenir et pourquoi cela compte. Le développement cesse d'être perçu comme une promesse lointaine. Il devient un ensemble de gestes concrets. Deux pistes simples émergent pour le spectateur, sans ajouter de fait. D'abord, regarder autour de soi comment un déchet peut devenir une ressource et quelles habitudes empêchent cette transformation. Ensuite, apprendre à distinguer une réussite symbolique d'une réussite durable. Une route qui tient une saison est un signal. Une méthode qui se répète, se répare et se transmet devient un modèle. Dans ce cadre, et Ibrahim Traoré n'est pas invoqué comme une figure distante, mais comme le point de départ d'un questionnement plus large. Qu'est-ce qui, dans nos propres contextes, bah oui, mérite d'être jugé, genre, enfin, d'être jugé sur l'usage plutôt que sur l'apparence? La réponse n'est pas universelle, mais le raisonnement l'est. Et c'est précisément cette transposition silencieuse qui maintient l'attention. Le spectateur n'observe plus seulement le Burkina Faso, il compare. La généralisation éventuelle du modèle repose sur une feuille de route pragmatique découpée en étapes observables. D'abord, il faut organiser la collecte. Il s'agit de mettre en place des points de dépôt régionaux, accessibles et réguliers afin d'assurer un flux continu de pneus usagés. Sans cette base logistique, la méthode reste dépendante de l'improvisation. On peut alors mesurer les volumes collectés et la stabilité des stocks. Ensuite vient la transformation. Les pneus doivent être triés, nettoyés et préparés selon des procédures simples mais constantes. Cette phase crée de l'emploi local et garantit une qualité minimale. On peut suivre le taux de de conformité et le temps de préparation, puis il y a c'est devient la pose et l'entretien. La construction n'est pas l'aboutissement, mais le début d'un cycle. Une route doit être inspectée et réparée. Rapidement, après les pluies, on peut mesurer la praticabilité maintenue et les coûts d'un air d'intervention. Et j'ai presque cela, un cadre devient utile. Les dada, des règles, règles claires permettent d'accumuler des données comparables et d'engager le dialogue avec des instances et des instances techniques. Ce cadre n'impose pas une normalisation immédiate, mais prépare l'évaluation. On peut suivre les rapports et les comparaisons dans le temps. Enfin, le partage des résultats compte autant que le reste. Les réussites doivent circuler, mais aussi les échecs. C'est cette transparence qui conditionne la crédibilité. Dans cette trajectoire, Ibrahim Traoré n'est pas l'exécutant de chaque étape, mais le garant de la cohérence d'ensemble. La feuille de route n'assure pas le succès, elle réduit l'aveuglement. Elle transforme une idée audacieuse en processus testable, et c'est précisément ce passage qui décide de l'avenir du modèle. Le récit revient au point de départ, là où l'initiative a pris une forme concrète. Le chef d'équipe locale, aperçu plus tôt, termine une inspection après les pluies. Rien de solennel. Il regarde la surface, note une zone à reprendre, échange avec 2 habitants. Ce geste ordinaire résume mieux le projet que n'importe quel discours. La route tient parce qu'elle est comprise, surveillée, appropriée. Elle n'est certes pas parfaite, mais elle est là quand il faut. C'est dans ce quotidien que la portée émotionnelle se précise. La route n'est plus un symbole abstrait d'innovation. Elle devient un repère.
Elle permet de prévoir, de se déplacer sans parier, de maintenir des liens quand la météo coupe tout ailleurs. Hein, ce sont ces effets discrets qui expliquaient pourquoi l'initiative a résisté aux moqueries initiales. Elle ne promettait pas l'excellence, elle promettait la continuité. Dans cette trajectoire, Ibrahim Traoré apparaît en filigrane, non comme un héros omniprésent, mais comme celui qui a accepté de miser sur une idée jugée trop simple et de l'exposer au test le plus dur, l'usage réel. Son pari n'était pas d'imposer une vision, mais de laisser les faits parler, saison après saison. Ce choix explique la force du récit. Il avance sans triomphalisme, mais sans recul non plus. Le rappel du personnage guide ferme la boucle. Le chef d'équipe ne parle pas d'autonomie ou de souveraineté. Il parle de la prochaine pluie. Cette focalisation dit tout. Le projet est encore fragile, mais il a franchi un seuil. Il compte dans sa vie des gens, et c'est souvent à cet endroit précis que les trajectoires changent. Vesca crasso qu'il s'attique à en chant sans bruit. Une route stable précède souvent les grands discours. Au terme de ce parcours, l'initiative ne demande ni adhésion aveugle, ni rejet réflexe. Elle invite à une discussion plus exigeante, fondée sur l'usage et les faits. Une route qui reste praticable pendant la saison des pluies n'est pas une promesse spectaculaire, c'est un service rendu, répété, observable. Cette modestie est précisément ce qui rend le débat fécond. Elle oblige à comparer, à mesurer, à décider sans slogan. Dans l'espace public, le projet porté par Ibrahim Traoré agit comme un révélateur. Il rappelle que le développement n'est pas seulement une question de modèle importé ou de financement massif, mais aussi de choix méthodiques adaptés à un contexte précis. Chacun peut alors déplacer la focale. Plutôt que de demander si l'idée est parfaite, il devient plus utile de se demander si elle améliore l'existant à coût moindre et avec plus de maîtrise locale. Cette grille de lecture dépasse le Burkina Faso. Elle concerne toute situation où une solution simple est jugée trop vite, faute de correspondre aux standards dominants. Observer, comparer, répéter. Ce triptyque vaut partout. La question finale reste ouverte volontairement. Si une méthode fonctionne mieux là où les autres échouent, que faut-il examiner en priorité avant de la refuser? Et vous, sur quels critères jugez-vous qu'une innovation mérite d'être étendue, corrigée ou abandonnée